Donc on vient d'évoquer justement donc, ces réflexions qu'il y a au niveau de l'OCDE et donc sur la base de ce rapport BEPS, donc on sait que c'est une commande du G20 et donc un plan d'action doit être présenté dans un mois à peu près, oui, pour le G20 Finance et donc qui fera aussi l'objet de discussions à plus haut niveau au mois de septembre. Donc ça, c'est un peu le calendrier. Maintenant, vers quoi on s'oriente dans ces pistes d'action et est-ce que vous pensez aussi qu'on sera à la hauteur des enjeux à venir? Merci. Je suis d'accord avec à peu près tout ce qu'a dit Christian, ce qui va être gênant parce que ça va me manquer un peu d'animation dans le débat. Mais il n'y a pas de mais d'ailleurs. Donc je peux vous dire ce qu'on va essayer de faire dans le plan d'action qu'on développe pour le G20. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que comme les États sont souverains d'un point de vue fiscal, je l'ai déjà dit, une solution internationale, elle passe par du consensus. On peut difficilement envoyer l'armée aux Bermudes pour leur dire vous devriez avoir un taux d'imposition de 30%, et puis voilà, ça n'a pas de sens, quoi. Donc il faut trouver, et c'est la difficulté à laquelle on fait face, hein, parce qu'on peut faire des pétitions de principe, c'est dégueulasse, c'est honteux, ça ne marche pas, mais concrètement, on résout comment les problèmes? Avec des États qui sont fondamentalement des États souverains et qui refusent de mettre fin à leur souveraineté, à commencer par la France et par tous les autres pays, et même des souverainetés fiscales qui pourraient ne pas l'être, mais bon, les dépendances britanniques sont souveraines d'un point de vue fiscal. Comme la Nouvelle-Calédonie pour la France. Et est-ce que c'est à nous d'aller dicter à la Nouvelle-Calédonie ce qu'il doit faire? Je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que le colonialisme n'est sans doute pas une bonne chose. Et qu'après tout, ces États, une fois qu'ils sont indépendants, ils peuvent décider de faire ce qu'ils veulent. Donc il faut intégrer certaines dimensions dans le débat. Donc c'est compliqué. Néanmoins, on pense qu'il est impératif de faire quelque chose parce que la situation est intenable. Alors on va essayer de développer un plan d'action qui ait du sens et qui permette de traiter le problème. Il faut qu'on se mette d'accord sur le problème. Le problème, c'est la double non-imposition. Le problème, c'est pas que certains États taxent moins que d'autres. Ça peut être, par ailleurs, sur un autre débat, considéré comme un problème. Est-ce qu'un taux de 12,5% en Irlande est bien ou pas? Certains pensent que non. Moi, je pense que je suis agnostique et que c'est aux États de décider dès lors que seront assujettis à l'impôt en Irlande des sociétés qui sont présentes en Irlande et à hauteur de l'activité qu'elles réalisent en Irlande. Et pas à hauteur de tous les incorporels d'un pays qui sont en Irlande d'un certain point de vue, mais aux Bermudes d'un autre point de vue, parce qu'ils sont localisés là via une entité qui est hybride, qui est une entité irlandaise du point de vue américain et qui est une entité bermudéenne du point de vue irlandais. Alors là, on a un problème. Mais vous voyez qu'on est dans un environnement où la compétition fiscale, elle est toujours au coin de la rue. Et la compétition fiscale, moi, aujourd'hui, je n'ai aucun instrument pour dire c'est bien, c'est pas bien. Alors, ceci étant dit, et à hauteur du sujet de l'érosion des bases fiscales et du transfert de bénéfices, c'est-à-dire de la double non-imposition, je pense qu'on peut traiter le problème rapidement. Et il faut le traiter rapidement. Il ne faut pas une solution qui arrive dans 15 ans, parce que dans 15 ans, de toute façon, les modèles économiques auront changé, la croissance, j'espère, sera revenue, et les États se soucieront un peu moins de ces sujets-là, comme ils s'en soucient un peu moins il y a 5-6 ans. La raison pour laquelle on parle de tout ça, c'est qu'il y a une crise financière, budgétaire et politique qui est là. Et qu'en période de croissance, les États se livrent à une compétition inavouée, implicite. Je diminue mon article 209B du Code général des impôts, qui est un dispositif anti-abus, je l'affaiblis, ça me permet de ne pas trop taxer mes entreprises du CAC 40 parce qu'elles font de la compétition avec les entreprises américaines qui elles-mêmes ont check the box qui leur permet de ne pas payer d'impôts. Et quand vous êtes à Bercy et que vous avez vos entreprises qui vous disent « sur les marchés, moi je suis à 33% avec votre loi parce que notre taux d'impôt sur les sociétés il est trop élevé et mes amis américains en fait ils sont à 2% parce qu'ils ont 35 facialement mais ils ont check the box qui est un mécanisme, je passe les détails, qui leur permet de ne pas payer d'impôts dès lors qu'ils ne rapatrient pas les profits aux États-Unis, ça ne va pas. Et donc implicitement les pays ils favorisent la croissance de leurs entreprises. Alors ce que je dis c'est qu'il faut maintenant, puisqu'on a un momentum politique, les pays sont d'accord pour traiter cette question-là. Et les grands pays du monde, le G20, et là aussi c'est assez injuste, hein, quand vous êtes un petit pays, quand je parle en Irlande, si vous voulez, je dis les G20, ils ne sont pas contents, ils n'y sont pas.
Et pourquoi est-ce que ça serait un groupe de grands pays de dicter leurs lois à des petits pays? Pourquoi vous allez taper sur les petits? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous auraient beaucoup de sympathie sur le fait que finalement, dans la cour de récré, c'est pas au grand le plus fort de taper sur le petit qui doit se taire parce qu'il est plus petit. Non, je pense qu'on doit partager cette approche un peu politique des choses. Donc vous voyez, il y a des... Je vais juste vous montrer quelques... Il y a des moustiques et des éléphants. Ouais, enfin non, vous avez des gens concrets en face de vous, un ministre irlandais derrière, des gens irlandais qui souffrent d'une crise absolument terrible et qui disent, nous on veut attirer, on a 12,5% et on ne voit pas en quoi c'est mal. Alors moi je dis non, 12,5% c'est pas nécessairement mal, mais 0% c'est pas bien, ou le 2% du Apple c'est pas bien. Donc voilà, on va essayer de traiter ça. Alors comment est-ce qu'on va essayer de traiter ça? De façon rapide. Rapide parce qu'on est dans un avion qui vole et qu'il faut réparer. Et on ne peut pas se poser, si on se pose, on se crache. Ça, c'est en réponse anticipée. Ah, mais vous avez qu'à faire unitary taxation ou une méthode forfaitaire. Très bien, dans un siècle, on en reparlera et tout le monde sera mort d'ici là. Donc, concrètement, on peut faire quoi? On aura, je ne peux pas vous les donner parce que ce n'est pas encore accepté, on en discute la semaine prochaine au comité des affaires fiscales qui rassemble les directeurs des politiques fiscales de tous les pays membres et de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de l'Afrique du Sud et de l'Indonésie qui vont rejoindre les travaux pour que ce ne soit pas juste le point de vue des pays riches. On développe un plan d'action autour de l'histoire suivante. Les pays sont des souverainetés fiscales. Il y a des trous et il y a des frottements. Les trous, c'est ce que je vous ai indiqué, les produits hybrides. Vous ne voyez pas si un produit a été taxé ou pas dans l'autre État pour déterminer le traitement fiscal que vous allez appliquer. Ben, vous devriez le faire pour éviter qu'il y ait ces petits jeux qui coûtent des milliards, des dizaines de milliards, sans doute des centaines de milliards. Et ça, c'est facile à traiter. Donc on va traiter les produits hybrides. On va essayer de proposer aux États de renforcer leur dispositif anti-délocalisation des profits. On va proposer de fixer des règles pour limiter la déduction des intérêts. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, vous avez certains groupes qui sont endettés à hauteur de 20% au niveau mondial, sauf que leurs filiales sont endettées à hauteur de 1000, 2000, 3000, 4000%. C'est ce qu'on appelle de la sous-capitalisation. Vous mettez $1 de capital et tout le reste, c'est de la dette interne au groupe que vous prêtez, sous-capitalisation. On va essayer de mettre fin à ça. Mettre fin, c'est-à-dire on va proposer des règles internationales que les États pourront appliquer ou ne pas appliquer. C'est eux qui décident. Et c'est là que vous avez la dimension politique qu'il faut utiliser pour que les pays comme l'Irlande ou les Pays-Bas soutiennent le process. Et ils le soutiennent. Même si les Pays-Bas ont sorti, Christian, il faut que tu regardes ça, tous d'ailleurs, il faut que vous regardiez ce que les Pays-Bas ont sorti hier ou avant-hier, à la demande du ministre. Il y a une fondation indépendante qui a sorti une étude sur combien ça coûterait à l'économie néerlandaise de mettre fin aux entités fictives. 11 000 emplois aux Pays-Bas. C'est intéressant. Vous comprenez que vous êtes le décideur néerlandais, c'est pas facile de dire. Il y a en plus, c'est 11 000 emplois d'avocats, donc hautement rémunérés, qui créent de la valeur aux Pays-Bas. Mais vous voyez que, si vous avez l'autre regard, c'est, mon Dieu, si ça crée autant d'emplois, c'est que ça permet d'optimiser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, il y a des chiffres. Donc, il y a plein de chiffres très intéressants dans cette étude. Elle est en néerlandais, hein, donc il va falloir attendre la productivité de ces 11 000 personnes. Non, mais là, là, on ne parle pas de Bermudéens qui ne font rien. On parle de vrais. Donc, la productivité est énorme. Oui, non, mais là, voilà. Non, c'est pas. La question est sérieuse, oui. Et donc là, ça donne des indications. Les règles de prix de transfert. Alors, les règles de prix de transfert, une fois de plus, c'est à la fois très simple et très compliqué. Ce qui est sûr, c'est que la règle qui est commune d'ailleurs à l'ONU et à l'OCDE, qui était dans la Société des Nations, c'est la règle du principe de pleine concurrence, en anglais Arm's Length Principle. Vous devez faire à l'intérieur du groupe comme si vous traitiez avec une entreprise indépendante. Et c'est intellectuellement satisfaisant. Vous dire, on va faire une condition de marché. Sauf que, aujourd'hui, ça ne marche pas dans un certain nombre de cas. Ça ne marche pas, notamment dans un des exemples qu'a cité Christian, que sont les incorporels, parce qu'on ne sait pas comment on rémunère une marque. Et donc peut-être que dans ces cas-là, ou dans l'allocation de capital, ou dans les activités où on peut déplacer les risques de façon contractuelle et pas de façon physique. Un exemple, l'assurance, ou le coût de risque des invendus. Hein, c'est des choses très concrètes. Vous avez un groupe qui fait de la distribution de chaussures, de vêtements, de voitures, de ce que vous voulez. Ils ont un quartier général en Allemagne, ils ont des filiales dans d'autres pays. Est-ce que et les filiales font de la distribution. Donc, normalement, le distributeur, il prend le risque d'invendu.
Ben non, par un contrat entre la mère et la fille, vous allez transférer le risque d'invendu à la mère, vous allez transférer le risque de change à la mère, vous allez transférer le risque d'assurance à la mère. Et donc vous allez transférer ces risques qui doivent être rémunérés. Donc vous videz de son contenu le profit de la fille. Ça, manifestement, vous avez un risque de délocaliser les profits sans délocaliser les activités. Il faut traiter de cette question-là, et on va proposer de le traiter dans le cadre existant. Et je pense qu'on peut traiter sérieusement de ces problèmes dans le cadre existant. Finalement, on aura 3 mesures relatives à la transparence. Il faut qu'on ait plus de transparence, à la fois des gouvernements vis-à-vis des gouvernements, qu'on n'ait pas de ruling qui reste au coffre. Les rulings, c'est les accords préalables qui sont donnés à une entreprise par un gouvernement et qui peuvent être toxiques. Donc là, il faudra qu'ils circulent. En second lieu, plus de transparence des entreprises vis-à-vis des gouvernements, avec la déclaration de montage. Si vous avez des schémas qui sont tangents, vous devez les déclarer pour que l'administration vérifie si ça passe ou pas. Et en matière de prix de transfert, une documentation qui, au lieu d'abreuver, la meilleure façon de tuer un inspecteur des impôts, enfin, symboliquement, c'est de lui donner beaucoup d'informations. Vous déversez une benne de données. Et là, vous êtes sûr qu'il verra que du feu. Et donc, l'idée, c'est de demander ce que Christian appelle le country by country reporting, le reporting pays par pays, la comptabilité pays par pays, qui permet de voir où sont les flux, où sont les profits, où sont les activités. Est-ce que tout le profit est aux Bermudes ? Ou est-ce que... Voilà. Mais ça, contrairement à ce que demande la société civile, ça ne sera pas public, ça sera pour l'inspecteur des impôts. Mais de tous les pays où un groupe opère. Parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est faire en sorte que les inspecteurs des impôts sachent ce qui se passe et aient l'information. Et donc, on va proposer ce plan d'action au G20, sous réserve qu'il soit accepté par les États, le 20 juillet, puis au chef d'État et de gouvernement les 5 et 6 septembre à Saint-Pétersbourg, pour l'appliquer ensuite dans un délai de 18 mois. Ça peut vous paraître long, je peux vous garantir que normalement un projet international, ça prend raisonnablement 5 ans, 5 à 6 ans pour avoir un accord de tout le monde. On va faire ça en 18 mois, on va essayer de faire ça en 18 mois. Mais l'idée, c'est vraiment d'avancer vite et d'avoir, de faire levier sur la pression politique qui apparaît. Merci beaucoup.